Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue sur Forum Planète. Nous venons de voir un film de Guy Réchard, donc sur la fabuleuse histoire de Thoiry. En introduction, un débat sur la manière dont ceux qui possèdent des châteaux, des manoirs, des abbayes et toutes sortes de vieilles pierres s'arrangent pour les conserver, les restaurer, les animer, en cherchant bien sûr à ne pas se ruiner et sans avoir d'ailleurs toujours beaucoup d'argent. Alors avec nous sur ce plateau, Henri de Breteuil, qui est propriétaire du château de Breteuil, somptueux château qui est situé dans les Yvelines. Avec nous également Bertrand Levasseur, qui lui est propriétaire du manoir d'Argouges, qui est dans le Calvados. Patrice Rocher, qui est propriétaire de l'abbaye de Villers-Canivet, qui est également située dans le Calvados. Aimée Dubos, qui est adjointe à la direction du patrimoine. Et enfin, Julien Sandre, qui est écrivain et auteur d'un livre très remarqué, réalisé avec Chloé Radiguet, sur le désert de Retz. Alors vous me direz, le désert de Retz, pourquoi en parler à propos de vieilles pierres et d'architecture? Et si. Julien Sandre, il y a des trésors au désert de Retz? Absolument, il n'y a même que des trésors. Que des trésors? Et le désert de Retz, en effet, n'est pas un château, n'est pas un manoir. Il s'agit d'un jardin dans lequel un certain nombre d'édifices ont été réalisés à la fin du XVIIIe siècle. Et l'habitation principale de ce jardin a été conçue dans une fausse ruine, qui est le fût d'une colonne dorique tronquée, simulant la ruine d'un temple antique. Et le mot désert s'entend dans l'acception du terme tel qu'elle apparaît dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Donc un désert, c'est un lieu propice à cultiver le rêve et la nostalgie. Et donc il y a là-dedans toute une signification symbolique. Hein. Absolument. Mais je voudrais d'abord vous demander aux uns et aux autres comment vous réagissez face à ce film, donc sur l'histoire assez extraordinaire de Monsieur de la Panouse. Henri de Breteuil, votre réaction? Mais je crois que le film a très bien cerné se tournait vers la philosophie, il était passionné de généalogie, on l'a très bien vu, et en même temps, c'est un homme complètement moderne qui va créer des parcs animaliers un peu dans toute la France. Je crois qu'il en a créé 3. Donc je trouve que le film a bien montré cette double personnalité et il a bien rendu à Paul de la Panouse ce qu'il est, c'est-à-dire un moderniste et un traditionnaliste. Bertrand Levasseur, votre réaction? J'irais même peut-être au-delà. Je dirais que le côté charnel de la relation entre l'homme et l'édifice me paraît particulièrement flagrant dans le cas que nous avons pu observer. Et je trouve cela tout à fait constant, en tout cas, compte tenu du nombre de propriétaires de monuments que nous connaissons. Eh bien, cette constante, je crois, c'est bien cette relation charnelle. Et je trouve que c'est tout à fait exemplaire d'avoir pu observer cela avec M. de la Panouse. Patrice Rocher, votre impression? C'est la passion aussi de cet homme et cette chance d'avoir pu conserver des archives dans un lieu historique, et ça c'est extraordinaire. D'ailleurs, je me demande si je ne devrais pas aller jeter un coup d'œil dans les vieilles malles pour voir s'il n'y a pas quelques documents concernant l'abbaye de Villers-Canivet, qu'un peu de chance on pourrait retrouver des trésors. Ça sera l'occasion de faire un film. Madame Dubos. Oui, mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est ce film est l'illustration d'un patrimoine pour tous, en fait. Grâce à l'action de M. de la Panouse, c'est un patrimoine qui est ouvert à la fois aux adultes, aux enfants. Et je crois que c'est un peu l'idée aujourd'hui qui est celle de notre ministre, Madame Trottmann, ministre de la Culture. C'est l'idée d'ouvrir notre patrimoine à tous. À tous. Julien Sandre, l'impression dans ce film? Oui, ce qui m'a frappé de façon tout à fait constante, c'est la passion. C'est vraiment cette passion qui anime Monsieur de la Panouse et qu'il essaie de faire partager à tous par des moyens qui parfois sont des moyens détournés. On peut s'étonner, j'imagine, de voir des tigres, etc. Mais je crois qu'en regardant les tigres, on regarde aussi le château, on apprécie ce patrimoine et on partage sans aucun doute sa passion. Donc le mot-clé, à vous entendre, c'est le mot passion. Mais est-ce que ça n'est pas aujourd'hui la caractéristique de la réaction de la plupart des gens à l'égard du patrimoine? Quand on voit le succès, combien de personnes pour les Journées du patrimoine cette année, en septembre? Combien de visiteurs? Plus de 8 millions. 8 millions. Et en 84, donc première année, il y en avait 600 000. Comment vous expliquez cette passion les uns et les autres? Moi, je crois peut-être par la volonté des visiteurs qui viennent, de tout ce public immense, de retrouver des racines. Car je crois que ça, c'est la première raison. Et la seconde, peut-être, c'est au fond de retrouver un peu notre histoire, de revivre l'histoire, de faire un voyage dans le temps.
Et je crois que c'est ce qui tente aussi les visiteurs. Et enfin, pour les jardins, bien sûr, pour les parcs, c'est une évasion vers un bel environnement, vers comment dire, un rêve aussi, parce que les jardins, c'est un rêve, et le désert de Retz en est une magnifique illustration. Et je crois que c'est la troisième raison, cette évasion vers la nature, au fond. Je crois qu'il y a les trois aspects. Vous êtes d'accord les uns les autres? J'en rajouterais peut-être une quatrième, je crois, la quête plus ou moins consciente de l'extraordinaire. C'est-à-dire que la vie contemporaine, hélas, nous prédispose à quelques anxiétés multiples. Et je pense dans ce contexte qu'un édifice, un jardin, enfin quel que soit le contexte, eh bien, prédispose à une certaine quiétude et peut-être au-delà à une révélation, parce que je crois que c'est une terre inconnue aussi que de découvrir un monument historique. C'est certes un élément de patrimoine, mais je crois aussi que c'est à chaque fois, à chaque visite, quelque chose de nouveau, un univers spécifique qu'on peut découvrir. Mais au fond, cet intérêt en France pour le patrimoine, ça date de quand? C'est Chateaubriand, c'est la Restauration, Je crois que c'est très ancien. Je dirais c'est presque à partir des destructions de la Révolution, les Français vont commencer à se passionner. Il faut le dire, la Révolution a énormément détruit. Reconstituer une mémoire, oui, c'est ça? La Révolution a beaucoup détruit. Et quand on voit que Annette représente le 10e de ce qu'il était, le château d'Annette, quand on voit Cluny, etc., ça a été épouvantable. Or, à partir du moment où on a quelque chose qui est menacé, les Français vont marquer leur attachement avec le noir, avec plus loin Guizot et sa grande loi, avec Mérimée. C'est à ce moment-là que ça... Michelet aussi, quand même. Oui, Michelet. Mais là, c'est un peu le cadre d'une élite. Je crois que l'explosion dans le grand public, en fait, moi je crois qu'il faut l'attribuer essentiellement à la télévision et à un homme, c'est à Pierre de la Garde. Auquel nous rendrons hommage aujourd'hui, donc à ce confrère qui a effectivement qui a réveillé l'ardeur des Français pour le patrimoine. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si il y a quand même, par rapport à il y a 10 ans, un regain assez exceptionnel. Comment vous l'expliquez que ça soit vraiment dans ces années-ci, les uns et les autres C'est peut-être aussi une Monsieur Rocher. réaction à la vie moderne, à la destruction de plusieurs monuments, la destruction du patrimoine rural. C'est peut-être dû au fait que les gens s'aperçoivent que notre environnement est menacé. Et cette passion naît de l'envie de sauvegarder ce qui reste. Et voilà, ça s'explique comme ça. Envie d'autre chose et envie de retrouver des racines, pour simplifier, Madame Dubos. Et puis je crois que ce qui a pu aussi augmenter l'intérêt, c'est l'institution des journées. Parce que finalement, l'idée de consacrer une journée au patrimoine donne une espèce de symbole et les Français se retrouvent un jour par an, bien sûr les autres jours, mais il y a un jour où ils se retrouvent autour de leur patrimoine. Mieux que cela, Madame Dubos, ce sont 2 jours en l'occurrence, un samedi et un dimanche. Étant donné que nous commençons très tôt le matin et très tard le dimanche soir, je peux vous le confirmer. Puisqu'on parle là de monuments historiques au sens large, il serait peut-être bon de rappeler ce qu'est la législation. Alors, c'est assez compliqué, Madame Dubos, vous pourriez nous dire, il y a les monuments classés et les monuments inscrits. Différence. En fait, donc c'est la loi du 31 décembre 1913 qui est la loi fondatrice en matière de... Qui reste encore la loi fondatrice, oui, 1913. Oui, 31 décembre qui est la loi fondatrice donc pour les monuments historiques. Et sa grande innovation, c'est d'instituer 2 régimes de protection. L'un qui est le plus fort et le plus contraignant est celui du classement des monuments historiques, et un deuxième qui est celui de l'inscription des monuments historiques. Tout le but de cette loi étant bien sûr la conservation des monuments historiques, la conservation et de pouvoir transmettre aux générations futures, les monuments eux-mêmes. Est-ce vous pourriez nous donner un ordre de grandeur, des chiffres concernés Oui. En gros, aujourd'hui, de l'ordre de 40 000 monuments protégés. Classés et inscrits. Classés et inscrits, qui peuvent se comparer, avec une évaluation assez grossière, l'ordre de 400 000 monuments non protégés France entière, mais intéressants, ce qu'on appelle le petit patrimoine. Oui, c'est 10%. Mais alors, on pense évidemment tout de suite à l'histoire, on pense à l'esthétique, mais les raisons pour lesquelles un monument est classé ne sont pas uniquement celles-là. Alors, juste un chiffre que vous m'avez demandé, sur ces 40 000, à peu près 12 000 classés
et le reste inscrit. Inscrit. Donc, sachant que le classement introduit plus de protection que l'inscription. Oui, Pour simplifier. Tout à fait, oui. Pour simplifier. Alors, le type de bâtiment concerné. Alors, le type de bâtiment concerné s'est élargi au fil du temps, puisqu'on est d'abord parti de l'idée stricte de monuments historiques, mais maintenant, on protège du patrimoine des gares, on protège ce qu'on appelle le patrimoine industriel, on protège des moulins, on protège du patrimoine plus modeste, et on protège aussi des objets, puisque la loi s'étend aux objets. Et là, par exemple, on protège des bateaux, on peut protéger éventuellement des avions. Enfin, c'est une conception de plus en plus large du patrimoine à protéger. Et alors, comment est-ce décidé Comment ça se passe Oui, sur la décision... Les grandes lignes, hein, les grandes lignes. Qui décide? Qui décide en gros, sur ce qui est classement, c'est le ministre de la Culture qui décide, sur avis d'une commission supérieure, de la Commission supérieure des monuments historiques, donc il ne décide pas seul, il décide avec une commission qui lui donne son avis. Et sur ce qui concerne l'inscription, l'inscription est décidée au niveau régional par le préfet de région, après avis d'une commission régionale qui vient d'être modifiée d'ailleurs. Donc, régime un peu différent. Régime un peu différent, oui. Et bien sûr, ensuite, pouvoir de l'État assez différent aussi dans les deux régimes. Pour simplifier, quels sont justement les avantages et les inconvénients si on est classé et inscrit? Pour ceux qui souhaiteraient avoir des informations là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, en gros, l'idée de la loi, c'est que plus les contrôles sont grands, plus l'intérêt du monument est grand, plus les contrôles de l'État sont importants, et plus, bien évidemment, le propriétaire du monument doit avoir une sorte de compensation pour toute cette idée de transmission vers le futur, et donc un régime de subvention différent en ce qui concerne la protection et l'inscription. Donc subvention, fiscalité? Subvention et fiscalité. Donc, en ce qui concerne, pour simplifier, mais pour ce qui concerne les monuments historiques classés, il n'y a pas de plafond à la subvention de l'État. C'est-à-dire que la règle générale, c'est 50% du montant des travaux, mais pour un montant, pour un monument tout à fait exceptionnel, l'État peut aller au-delà. Peut aller jusqu'à 60%. Henri de On Breteuil, peut aussi aller en deçà, c'est arrivé en période de restriction de crédit. Prenons Je peux juste là, les exemples. une toute Henri petite de Breteuil, remarque. oui. D'abord, c'est que j'ai un peu le sentiment que l'État est en train de réviser un peu sa position sur l'élargissement maximum du classement et de l'inscription. Et que les nouveaux gouvernants trouvent que finalement on a peut-être trop inscrit, trop classé, que maintenant on commence à se dire, avant de protéger, regardons ce que ça va coûter à l'avenir, faisons un bilan, et puis on verra après si on veut le faire. Je crois que c'est une position qui est juste. Parce que je crois qu'on a peut-être trop protégé dans les années 80 pour un budget qui avait tendance à se réduire. Grâce à Mme Trottmann, il a été rétabli au niveau de la loi de programme. Mais ce budget d'1,6 milliard, on ne peut pas non plus protéger toute la France. Je crois qu'il faut s'en rendre compte. Et je crois que les gouvernants actuellement sont très sages à ce point de vue-là. Bon, voilà l'ordre de grandeur. Alors, dernier chiffre, les propriétaires, qui sont-ils? Parce que là on a des surprises. La surprise, est-ce exact que près de la moitié des monuments historiques appartiennent à des personnes privées? Oui, si vous me permettez de revenir une seconde sur ce que vient de dire M. de Breteuil, tout à fait pour approuver ce qu'il vient de dire. Et effectivement, l'idée actuelle, à la fois de Mme Trottmann et de M. Barré, et de ceux qui s'occupent de patrimoine, c'est d'arriver à une certaine adéquation entre les protections nouvelles et finalement une évaluation du coût des travaux. Et donc, c'est cette idée qui... Donc, on va quand même vers un nombre de protections moins important que par le passé. Mais qu'il n'y ait pas de déception pour les gens protégés, quoi. Que les protégés soient vraiment protégés. C'est ça l'idée? C'est ça. Ceux qui le sont vont le rester. On ne va pas les déclasser. Non, ça vise le futur, le futur Alors, des protections. le chiffre sur l'identité des propriétaires, est-ce exact que ce sont des propriétaires privés qui sont... que la propriété de la moitié des monuments historiques à peu près soit d'ordre privé? À peu près un peu moins de la moitié, je pense, et un peu moins également de la moitié aux communes, aux collectivités locales, oui. Ce qui veut dire que l'État, les départements, c'est presque rien, là.
L'État est quand même assez résiduel, oui, par rapport à des grosses moitiés L'État, propriétaires. ce sont les grands vaisseaux, ce sont Voilà. les cathédrales, Mais les grands c'est, châteaux, de Chambord. l'ordre de 5%. C'est ça, là, j'ai ce plus, chiffre-là. Quant au département, 1,40, 1,50%, c'est rien du tout. Alors que les communes, ce Les sont toutes communes, les c'est églises de France, les plus belles églises de France, il y en a beaucoup. Donc on retient donc le propriété privée à peu près la moitié, à peu près l'autre moitié aussi la commune, et le reste, le tout petit reste, Voilà. département et État. Il y a peut-être Oui, un madame. chiffre sur les 30, enfin en gros 38 000 communes françaises. Il y a des monuments protégés dans 15 000 communes pour montrer l'étendue de la protection sur l'ensemble, enfin l'étendue du patrimoine sur l'ensemble du Oui, de la territoire. richesse du patrimoine et le son fait que tout étendue. ça nous concerne tous. Alors, je voudrais revenir moi, un peu à la démarche de Paul de la Panouse, qui disait, moi ce château, à 10 ans, j'ai découvert sa richesse et je me suis mis à chercher des timbres, que je n'ai pas trouvé d'ailleurs. Alors Henri de Breteuil, comment est né votre amour de ce magnifique château? Je vais le montrer d'ailleurs, ce château. Tenez, regardez ce que c'est que ce château. Comment vous... Pas simplement le fait d'y vivre, mais comment est née cette passion pour vous du château? Moi, je crois que j'ai toujours aimé ce château, et je dirais que je l'ai Voilà, d'autant plus Breteuil. aimé qu'à un moment donné, il avait été abandonné, en quelque sorte, qu'il était fermé, mis en vente, et c'est finalement André Malraux qui a pu le sauver, parce qu'il a empêché des promoteurs de faire là un hôtel avec un Luna Park, des pavillons, etc., dans les débuts des années 60. Donc, j'avais un énorme attachement depuis mon enfance. Et puis c'est comme quelque chose que l'on aime et qu'on est à deux doigts de perdre. Cet attachement était renforcé. Alors pourquoi cette passion? Parce que j'avais le sentiment que tous ces ancêtres qui avaient vécu là, dont on avait les portraits, on a une centaine de portraits de famille, ce qui nous marque beaucoup depuis le XVIe siècle. On les voit tous, les ministres de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI, etc. La célèbre Émilie de Breteuil, marquise du Châtelet, l'amie de Voltaire, elle est là avec ses Donc portraits. une vingtaine de générations représentées. Voilà, hein, ouais. et puis ils sont là, et ces gens-là, on apprend le maximum de choses sur eux, comme notre ami Paul de la Panouse par les archives. Nous, c'est aussi par les archives, par les portraits. On a l'impression que c'est la famille. Il n'était pas question de laisser la famille partir à l'encan. Au contraire, il fallait que la famille puisse accueillir les visiteurs et que le château devienne, comme je l'ai dit dans mon livre, un château pour tous. Et que ce soit tous, c'est-à-dire les parents, les enfants qui viennent, qui nous aident à sauver ce château. Mais donc c'était lorsque- la passion de l'ouverture et la passion pour rendre hommage à une famille qui avait toujours vécu là. Mais lorsque la question s'est posée de la vente, vous en étiez au niveau de coût de toirie. Paul de la Panouse parlait de 1 million de francs par an. Était-ce à peu près la même chose? À l'époque, non, parce que le château était fermé, donc on ne payait. Quand mon père, qui vivait aux États-Unis, que j'adorais au demeurant, mais qui était compositeur de musique, a envisagé de vendre, c'était en se disant c'est une catastrophe pour un jeune homme de 18-20 ans, qui est en train de faire de bonnes études, avec vous d'ailleurs, d'hériter d'un Nous château. étions tous les deux dans la même promotion. Donc Voilà, ça crée, à Sciences ça Po. crée des liens. Donc c'est catastrophique qu'un pauvre jeune homme de 18 ans hérite d'un château et soit obligé de s'en occuper. Sa vie va être vouée à cet endroit, il va perdre toute initiative, il ne fera plus rien d'autre. Et c'est pour ça que le château était mis en vente. Donc à l'époque, il y avait peut-être 50 ou 1000 francs de l'époque en coût. Maintenant, pour faire tourner le château tel qu'il est avec 10 personnes, plus les guides vacataires, etc., il faut 15 000 francs par jour pour faire tourner Breteuil. Alors ça, C'est-à-dire il faut 5 millions de francs. Donc c'est véritablement une entreprise, C'est une devenu entreprise culturelle. Une entreprise, mais au service du public, parce que je le précise tout de suite, on en parlera tout à l'heure, un château n'est pas une chose rentable. Au mieux, on équilibre grâce aux recettes des visites et des réceptions. Mais tout ça est affecté à la restauration des objets, du jardin. On fait beaucoup de choses dans le parc. Peut-être qu'on en reparlera. On va de la maison. on va reparler de tout ça, mais je voudrais savoir comment s'est produit le coup de foudre, messieurs, vous aussi. Bertrand Levasseur. Alors, donc, ce manoir d'Argouges. Oui, le mot passion a été prononcé tout à l'heure. Je rajouterai un autre mot, celui de vocation. On peut avoir une passion, on n'a pas forcément la vocation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien comment maîtriser cette passion. La vocation va un petit peu plus loin, je crois. On se sent appelé à et on essaie d'avoir toute la compétence nécessaire pour effectivement financer un projet qui, au demeurant, est Vous voulez dire que totalement vous disproportionné. avez rencontré Dieu en regardant Alors, le manoir écoutez, d'Argouges? je vais être c'est ça, plus non? précis que cela, Non, parce non. que l'entité divine reste quelque chose d'un petit peu flou, peut-être à ce stade, même si je n'exclus pas du tout des interventions
interventions autres que les interventions de cette basse terre. Là, nous changeons d'émission. Là. Absolument. En l'occurrence, à 8 ans, j'ai déclaré à mes chers parents médusés, un jour, je restaurerai un monument historique. Ils m'ont regardé en pensant que c'était un accès de puberté précoce et que ça me passerait. Et votre famille n'était pas du tout... Absolument pas. Bon, j'étais d'une côté maternel d'une ancienne famille de la région, mais nous n'avions absolument rien à voir avec cet édifice. Et je n'en ai jamais démordu. Et je dirais qu'entre l'âge de 8 ans, date de cette fameuse déclaration, et l'acquisition qui a eu lieu en 83, eh bien, j'ai passé mes week-ends à récupérer des vieilles portes, des tomates, etc., en me disant, un jour, tu seras peut-être content d'avoir tous ces éléments-là qui te serviront à restaurer l'édifice que tu trouveras. Et Alors, puis, je vais montrer le manoir d'Argouges. Alors, racontez-nous, puisqu'on va avoir l'image sous les yeux, le coup de foudre. Alors, le coup de foudre, eh bien, je circulais dans une très vieille voiture que j'avais équipée... Ça va ensemble. Hein. Ça va tout à fait ensemble, mais oui, elle n'était pas classée, celle-ci, que j'avais équipée de sorte que je puisse fréquenter les bons restaurants le midi et amortir les frais en couchant dans la voiture le soir. Et puis, j'ai écumé tous les chemins... De quoi s'agissait-il comme voiture? C'était une Diane, mais là, c'est une publicité directe. Je ne citerai pas la marque. Bon, Citroën, pour ceux qui... Bien. Et un jour, eh bien, je suis tombé devant cet édifice sans savoir s'il était à vendre. L'édifice en question, donc, c'est le manoir d'Argouges. Et ce manoir remarquable, puisqu'il n'était plus habité depuis 1524. Et à quoi servait-il, ce superbe... Écoutez, le mot manoir, enfin, je ne veux pas faire un petit cours d'histoire, mais très rapidement, il faut bien le distinguer du château, puisqu'un manoir est une demeure seigneuriale qui pouvait vivre en autarcie, contrairement au château qui, lui, avait des fermes extérieures qui le desservaient. Donc, nous avons tous les éléments agricoles qui permettait l'autosuffisance, en quelque sorte, des lieux. Alors, nous avons des corps de garde, nous avons un pigeonnier remarquable, le second en importance de Basse-Normandie, avec 1474 trous. Nous avons... toute une structure. Alors, le manoir est d'autant plus intéressant qu'il est de transition féodalité-renaissance, donc avec deux philosophies bien différentes de l'existence, philosophie guerrière, et puis l'ouverture au plaisir à partir de la Renaissance. Mais quand on a une vocation, on abandonne sa vie habituelle pour sacrifier on à cette vocation. On l'abandonne ou on opte, je dirais, pour une philosophie quasi asiatique. Eh bien, on concentre son énergie vers un objectif unique et on essaie d'accroître son efficacité. Alors, en ce qui me concerne... Vous étiez marié? Alors, vous mettez le doigt sur un point tout à fait essentiel, car mon épouse a été obligée d'épouser à la fois l'homme et l'édifice, puisque un an avant, j'avais fait l'acquisition du manoir. Donc, je suis au moins sûr que mon épouse adhérait aussi à ma cause, puisque l'édifice existait déjà. D'accord. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, vous êtes dit, ma vie sera consacrée à ce manoir. Ma vie sera consacrée au manoir et en même temps, j'essaierai d'organiser tout ce qui est périphérique au manoir de telle sorte que le manoir soit bien servi. Je n'ai pas renoncé. Vous aviez quel âge au moment de l'acquisition? J'étais effectivement jeune, 26 ans, bien passé. Vous n'étiez pas le plus jeune Sans doute. D'après ce que à l'époque en tout cas, depuis, les choses se sont peut-être modifiées. Alors, votre coup de foudre, Patrick Rochet? Mais moi, c'était plutôt de l'amour avant d'être de la passion. L'amour s'est transformé en passion quelques années plus tard, puisque d'abord, on a trouvé quelques vieilles pierres, et puis on ignorait un petit peu jusqu'où ces vieilles pierres nous entraîneraient. Mais... Vous voulez dire que les vieilles pierres, c'était celles de l'abbaye de Villers-Canivet? Voilà, les vieilles pierres, c'était celles de l'abbaye de Villers-Canivet. On était peut-être aussi jeunes et un peu fous, pas tout à fait inconscients quand même, mais on a d'abord eu beaucoup de travail, l'envie d'abord de restaurer la maison d'habitation, puisque cette maison, comme vous le voyez, là, n'était pas en très bon état. Et la passion est venue après, puisque après quelques années, une fois que la maison est devenue habitable... Là, on la voit à l'état antérieur, oui. Et on va ensuite la voir à l'état... Et après, on va la voir après. Oui. Voilà, on va voir ce qu'on en a fait. Et donc, c'est l'histoire, lorsqu'on habite une maison qui a 8 siècles et demi d'histoire, on se pose un jour des questions quand même. Lorsqu'on a acheté, j'avais 2-3 feuilles où l'histoire était résumée à sa plus simple expression, avec beaucoup d'erreurs d'ailleurs. Et lorsque j'ai fini de restaurer, rendre vivable la maison d'habitation, lorsque j'ai vu le bâtiment que vous avez vu là, qui est la porterie, c'est-à-dire l'entrée de l'abbaye, j'en dirai un mot tout à l'heure sur cet édifice exceptionnel, il est en très mauvais état et sur le point de s'effondrer.
Et là, je me suis demandé, mais comment restaurer ce bâtiment, comment éviter qu'il disparaisse totalement. Et je crois que la passion est née à ce moment-là. Mais vous vous êtes installé sur place ou pas? On vit sur place depuis sur place. 22 ans. Oui. Monsieur Levasseur, Ce qui n'est pas, hélas, encore pas notre votre cas. Je dis bien encore notre cas. c'est pas encore votre Vous cas. devinez qu'il y a une arrière-pensée. Donc ça veut dire que la passion devenait une contrainte de vie en ce qui vous concerne, Monsieur Rocher. Oui, mais Ouais. vous savez, une contrainte de vie, je pense c'est jamais une contrainte quand on a la chance de vivre dans un environnement exceptionnel, dans un environnement où se dégage une atmosphère extraordinaire. C'est jamais une contrainte. Même le fait d'avoir des souris quelquefois qui passent, qui se promènent dans la maison lorsque tout n'est pas restauré. Oui, ce que disait le fils de Paul de la Padouse, il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas montrer. Les gens seraient étonnés de voir tout ce qui reste encore à faire. Oui, c'est vrai que, mais ça c'est un petit peu le jardin secret, je crois, d'une maison, parce qu'il y a toujours des mystères, il y a toujours des endroits où peut-être on n'a pas non plus envie que le public pénètre. On se garde des endroits qui laissent encore, qui restent à découvrir d'ailleurs, qui sont pas encore totalement, qui n'ont pas donné encore toutes les réponses. Vous nous trahirez un secret tout à l'heure. Alors, tous les trois, vous êtes donc propriétaires des lieux dont nous parlons. Julien Sand, vous n'êtes pas propriétaire. Mais je dirais que sur le plan du cœur, je dirais que vous êtes presque propriétaire de l'histoire locale de ce désert. Oui, je n'emploierai pas ce mot de propriétaire Non, parce enfin, que je ne me sens pas du tout propriétaire du lieu. Simplement, c'est une rencontre entre un lieu et moi d'abord, puisque il se trouve que je suis né dans le village de Chambourcy, dans lequel se trouve le désert de Retz, c'est que pendant toute mon enfance, j'ai rêvé, en étant d'abord accompagné de ma famille et ensuite à bicyclette, en regardant ce mur derrière lequel j'imaginais toutes sortes de trésors, comme les enfants. Et on m'a toujours interdit de passer ce mur en me disant que c'était très dangereux, etc. Donc j'ai d'autant plus rêvé. Raison de sécurité ou de mystère Eh bien écoutez, on ne m'en donnait pas expressément les raisons. En réalité, il y avait des raisons objectives. En effet, le lieu était très très sérieusement menacé par la ruine, par la végétation qui l'envahissait, et c'était en effet tout à fait dangereux pour un enfant de s'y promener. Ce n'est que bien plus tard, à l'âge de 18 ans, donc étant un enfant très sage, je n'ai pas enfreint la défense d'entrée. Et à l'âge de 18 ans, en passant devant une librairie, j'ai vu un roman de Jules Roy qui s'appelait Le désert de Retz, que j'ai évidemment lu. Et là, je me suis découvert, j'ai découvert que derrière ces murs, il y avait des splendeurs qui dépassaient mon imagination, mais des merveilles menacées. Complètement menacées. Et je me suis efforcé à ce moment-là de collecter un certain nombre de documents auprès d'archives privées, publiques, pour essayer de comprendre ce qu'était ce lieu. Mais est-il exact que ce lieu a provoqué une modification de la législation ? Alors, on peut le dire comme ça parce qu'en effet, le désert de Retz avait été classé monument historique en 1939 au titre de la loi de 1913 dont vous parliez tout à l'heure, la loi de conservation, dite loi de conservation. Et le propriétaire du moment ne souhaitait pas du tout, n'apercevait pas l'intérêt architectural ou historique, la valeur historique de ces bâtiments, ne souhaitait pas. Il ne faisait rien. Et il laissait ces bâtiments, finalement, sous l'emprise de la végétation. Ce n'est que... Et là, on peut parler peut-être dans ce cas d'une limite, en tout cas, c'était à ce moment-là la limite de l'État, du pouvoir de l'État, quand le propriétaire ne souhaitait pas participer à la restauration d'un lieu classé, l'État était finalement impuissant. Vous êtes d'accord, Madame Dubos ? Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Alors, ce n'est qu'en 1965 que André Malraux, pour reparler de lui, qui joue, je crois, un rôle très important dans cette affaire, André Malraux, amené au désert de Retz par Colette, l'écrivain Colette, qui s'est alarmé de la dégradation progressive du lieu et de sa disparition, à l'évidence, prochaine. Donc, André Malraux a
eu une sorte je crois, de coup de foudre immédiat pour ce lieu, il l'a dit, et il a souhaité non pas remplacer la loi existante, mais la compléter en quelque sorte et prévoir des dispositions légales pour que l'État puisse intervenir dans le cas où un propriétaire ne veille pas simplement à la conservation d'un lieu. Et cette loi, présentée à l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas, en 1966, Et c'est vrai qu'il a fait un grand effet théâtral à l'Assemblée en disant... Il a fait, absolument, en Ouais. disant, il a fait pendant son exposé devant les députés, expressément et exclusivement d'ailleurs, référence au désert de Retz. Il disait, si vous ne me suivez pas, si vous ne me faites pas confiance et si on ne transforme pas la loi dite de conservation en loi de sauvetage, le désert de Retz va disparaître. Et ne serait-ce que pour le désert de Retz, je vous demande de me suivre. Donc cette loi est passée et les modifications, vous me corrigerez si je suis inexact, mais ce qu'apporte cette loi, c'est que dans certains cas, le ministère de la Culture peut ordonner l'exécution de travaux, Même si le propriétaire n'est pas d'accord? même si le propriétaire s'y refuse. Le propriétaire Oui. peut toutefois, je crois, après avoir été mis en demeure de faire ses travaux, peut avoir recours auprès du tribunal Oui, mais enfin, administratif, le etc. principe Mais est là. le principe est là. D'accord. Et donc, soit la mise en demeure de faire les travaux ou l'exécution d'office, soit même, c'est extrêmement rare, mais c'est prévu dans le cadre de cette loi, l'expropriation du propriétaire, donc au nom de l'État. En tous les cas, vous êtes en bonne compagnie culturelle dans votre passion pour ce lieu, parce que vous citiez Colette, vous citiez André Malraux, mais votre livre a été aussi préfacé par François Mitterrand. Absolument, François Mitterrand qui lui-même s'est passionné pour le désert de Retz et qui a souhaité en quelque sorte conforter l'aide de l'État pour que les propriétaires actuels du désert de Retz puissent mener à bien moins difficilement, je ne dirais pas plus facilement, Leur mission. leur mission et leur volonté de restaurer ce lieu qui aujourd'hui est définitivement sauvé, ce dont naturellement je me réjouis. Alors, votre passion, donc désormais on la comprend un petit peu mieux. Maintenant, il faut la faire vivre. Comment arrivez-vous à animer donc, on va prendre les 4 cas, si vous voulez bien, et Madame Dubos nous en indiquera d'autres. Henri de Breteuil, vous disiez tout à l'heure, vous donniez un chiffre par jour, le coût par jour. Oui, de l'ordre de... Un monument comme le mien coûte 15 000 francs par jour. 15 000 francs par jour. Alors, c'est une véritable entreprise culturelle. Expliquez-nous ce que vous avez fait pour que ça soit, sinon rentable, du moins équilibré. Eh bien, il faut trouver des moyens de faire en sorte, entre guillemets, que le château gagne sa vie. Oui. Que le château gagne sa vie. Oui. Donc, comment faire pour cela? Eh bien, d'abord, nous avons ouvert le château aux visiteurs. Et il faut que la visite soit très vivante, parce que les visiteurs deviennent de plus en plus exigeants. Et ils viennent d'autant plus nombreux que la visite leur permet de revivre l'histoire. C'est pourquoi nous avons mis des personnages de cire, qui sont des personnages qui ont été faits par le musée Grévin, où nous reprenons des scènes historiques importantes de l'histoire du château. Ça a été le premier pas. Et on voit par exemple la naissance de l'entente cordiale avec Édouard VII et Gambetta. Là, et nous mon sommes en train de grand-père. montrer autre Là, alors chose, là, c'est la c'est Belle au autre Bois chose. dormant. Oui. C'est un autre thème qu'on a pris par la suite, qui était le thème des contes de Perrault. Et nous avons en effet, il se trouve qu'un Breteuil était ministre des Finances de Louis XIV et que Charles Perrault a commencé sa carrière au ministère des Finances en tant que collaborateur de ce ministre. C'est pourquoi nous avons décidé de rendre hommage à Perrault en reconstituant ses contes dans le château et dans le parc, dans des lieux de la vie d'autrefois. Par exemple, le lavoir avec peau d'âne, le fruitier avec le petit pousset, la maison du petit chaperon rouge, afin que les enfants puissent venir. Parce qu'au fond, il faut attirer les enfants dans un monument. À Breteuil, un visiteur sur 2 est un enfant. Mais tout à l'heure, Paul de la Panouse disait les enfants ne s'intéressent pas à l'histoire. Vous n'êtes pas d'accord, vous? Eh bien, je crois que les enfants sont tout prêts à s'intéresser à l'histoire. Nous, on commence avec les écoles maternelles, mais encore faut-il qu'on les intéresse et qu'on sache les intéresser.
Alors, il y quand a on leur les- montre quand on montre Louis XVIII assis dans son fauteuil à un enfant, c'est beaucoup plus vivant, c'est le cas à Breteuil, que si on montre le fauteuil de Louis XVIII tout seul. Et du coup, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il regardera le fauteuil de Jacob et il retiendra peut-être le nom de Jacob. Eh bien, je crois que c'est la même chose avec l'arrestation du collier, dans le cadre de l'affaire du collier de la reine, l'arrestation du cardinal de Rohan, et bien sûr, a fortiori, avec les comtes de Perrault. Il faut dire en plus que les guides à Breteuil sont en costume d'époque. Tenez, voici un Parce qu'on- exemple. On veut transposer le public dans le XVIIIe siècle, qui est un peu l'époque, non pas de l'architecture du château, mais l'époque du décor intérieur, l'époque des principaux souvenirs. Les jardins sont superbes. Alors justement, les jardins sont le troisième élément, après l'histoire de France racontée, comme je l'ai dit, après les contes de fées. Troisième élément, le parc et les jardins. Nous avons des jardins très variés, des jardins à la française, qui ont été remaniés au début du siècle d'après des cartons de Lenôtre, mais aussi un jardin de fleurs, avec qu'on appelle le jardin des princes, en l'honneur des princes de Galles qui y venaient, afin de montrer une multitude d'aspects de l'art du jardin. Nous n'avons pas encore de fabrique, mais enfin ça viendra peut-être, puisqu'on a le projet de faire un labyrinthe et au milieu de reconstituer comme il était au XVIIIe, et au milieu de faire justement une fabrique qui sera la maison de Cendrillon. Vous avez Donc, combien de visiteurs par an? Nous avons Breteuil. 90 000 visiteurs qui viennent en touristes, Oui. avec, en groupe ou individuellement. Et puis nous avons également les réceptions qui amènent beaucoup de monde, donc qui amènent environ 30 000 personnes par an. C'est-à-dire Le une château- réception tous les 2 jours Oui, enfin c'est à peu près ça, tous les 2-3 jours, mais ça peut être une réception pour 2 personnes, puisque vous savez qu'une de mes coupables industries, c'est de marier les Japonais. Alors quand je marie les Japonais, je n'ai que 2 visiteurs en même C'est vrai que temps, vous êtes le marié et la mariée. Vous êtes devenu une institution japonaise, oui. Je suis devenu un notable confirmé, non pas par l'empereur du Japon, mais par les agences de voyage japonaises pour confirmer les mariages dans ce Mais château. comment ça se passe? Pourquoi viennent-ils là? Oh, tout simplement parce que d'abord, je crois, s'ils se marient au Japon, ça leur coûte très cher. Parce qu'ils invitent l'entreprise, la famille. Ça fait une grande, grande réception avec beaucoup, beaucoup de monde. S'ils viennent à Breteuil, ils viennent tous les deux dans le cadre de leur voyage de noces. Donc, c'est pourquoi ils aiment bien se marier au loin. Ça, c'est la première raison. La Mais seconde selon le raison- droit français ou non? c'est très proche d'un mariage civil, en fait. Ah oui, c'est ça. C'est une confirmation de mariage. Mais je crois que c'est pour cette raison que Breteuil avait été choisi. Mais maintenant, d'autres lieux en Europe commencent à développer cette activité. Et puis vous avez également un festival. Oui, nous faisons de la musique, nous faisons un peu de théâtre. Ma mère, qui a une compagnie de théâtre, va présenter cette saison une pièce sur Proust qui s'appelle « À la rencontre de Marcel Proust ». Nous avons de la musique. La journée du patrimoine est toujours fêtée parce que les visiteurs, on l'a peut-être pas dit tout à l'heure, quand ils viennent pour les journées du patrimoine, ils veulent plus que la visite habituelle. Oui, oui. La présence des propriétaires, bien sûr, mais aussi une animation particulière ce jour-là. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors vous, cette comme année, ça animation va être un bal sous Napoléon III avec une centaine de danseurs évoquant un grand bal sous Napoléon III. Et qui feront même danser le public d'ailleurs, parce qu'il faut toujours faire participer Mais vous-même, le public. vous avez encore le temps d'animer des visites Bien sûr. J'accueille moi-même les visiteurs tous les samedis et tous les dimanches. Mon épouse les accueille en semaine. On peut dire à ce propos d'ailleurs que le rôle des épouses est fondamental dans les châteaux. Je crois que vous l'avez esquissé, car sans les épouses, il n'y aurait pas de château du tout. Je crois que je voulais Merci apporter pour ce complément. Pour cet hommage. Alors Bertrand Levasseur. D'un point de vue stratégique, à propos des épouses, considérant que c'est un monument historique est une véritable danseuse, pire que ça, sans doute un harem de danseuses, il est hautement important d'inclure son épouse dans le harem. Dans le harem, oui, c'est une précaution élémentaire. Oui. Sans doute. Alors, donc vous avez une activité professionnelle en Oui. dehors donc, de l'exploitation du manoir. Mais comment arrivez-vous à ne pas perdre d'argent avec le manoir lui-même? Je ne sais pas si j'y arrive. En tout cas, je tends vers cet objectif. Je tends surtout, attendez, indépendamment même d'en perdre, c'est d'entreprendre la restauration. Car en ce qui nous concerne, je l'ai signalé très rapidement tout à l'heure, mais l'édifice n'était plus habité depuis 1524. Donc, confort 1524. Il y a quand même 550 ans et plus à combler dans cette tâche qui nous attendait donc en 83. Alors, il faut non seulement ne pas perdre d'argent dans les frais fixes,
Mais il faut aussi se projeter vers l'avenir et petit à petit restaurer, remettre en état des lieux qui, bien sûr, n'avaient pas passé sans quelques dégâts les siècles. Et l'aide de l'État, quelle est sur les travaux chez vous? Alors, Madame Dubos évoquait tout à l'heure un montage financier traditionnel qui était de l'ordre de 50% de la part de l'État. Je dis oui, c'est tout à fait exact, à condition que son monument puisse figurer dans un plan de restauration constant. Hélas, on assiste, malgré, il est vrai, un engagement permanent, et cette année, je dirais d'autant plus fort, on assiste malgré tout à une trop grande multiplicité d'édifices à restaurer et donc à des choix qu'il faut opérer. Madame Dubos, oui. Et c'est un petit peu une lutte pour la vie, il ne faut pas se le cacher, que de pouvoir figurer dans les plans. Donc la modification entreprise par Madame Trottmann est bien vue par vous tous, c'est-à-dire mieux sélectionner. La hausse des crédits, on est très content. Vous êtes très content. Bon, alors, dites-moi, est-ce que je me trompe ou pas? J'ai entendu dire que vous fabriquiez un certain nombre de choses dans votre manoir ou Oui, chronologiquement, disons que notre manière de nous ouvrir au public a été composée en 3 temps. La première, très classique, il s'agissait d'accueillir les gens à l'occasion de visites. De ces visites, nous avons un petit peu sophistiqué, nous avons organisé des conférences cocktails. Mon épouse est conférencière des musées nationaux et donc a développé un certain nombre de thèmes, alors qui n'avaient rien à voir avec le manoir. Ça pouvait aller de la médecine en passant par la gastronomie, etc. Et bien entendu, les oiseaux de mauvais augure sont toujours très nombreux quand vous vous lancez dans ce genre d'entreprise. On nous avait annoncé l'échec. Ce fut un succès total. Et donc, nous avons renouvelé l'expérience. Et puis ensuite, on a même développé le principe pour les groupes des visites cocktails et non plus des conférences cocktails. C'est-à-dire qu'on s'apercevait que les gens... Le cocktail revient toujours, là. Oui, parce que ça génère une convivialité qui me paraît absolument indispensable. Alors, à croire que aussi l'alcool contribue peut-être un petit peu à délier les langues et les esprits, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a une chaleur qui se dégage beaucoup plus grande que si on se limitait simplement à raccompagner au portail d'entrée les visiteurs. Et les gens sont très demandeurs de prolonger la visite par un entretien direct avec les propriétaires. Donc, visite thématique. Mais vous faites encore d'autres choses, vous. Oui, alors là, je dirais qu'on rentre dans l'ère non pas industrielle, mais anté-industrielle, et nous avons commencé à créer toute une ligne de produits dérivés. Alors, nous avons commencé très sagement avec des articles tout à fait faciles d'accès, chromés, de type porte-clés, porte-cartes, etc., avec une marque commerciale déposée, enfin tout à fait dans les règles de l'art. La marque Argouges existe, donc le nom de l'édifice, et puis avec une marque complète, Argouges, il était une fée, et un logo, une quinte-feuille, fleur à 5 pétales. Vous allez décliner ainsi des produits. Voilà, et nous sommes passés dans une phase nouvelle depuis le mois de novembre avec une ligne de porcelaine complète. Nous sommes absolument enchantés des résultats du lancement. Et puis, nous avons en projet une ligne textile et encore d'autres projets que je tiendrai confidentiels. Vous envisagez d'utiliser ainsi commercialement le logo Breteuil pour fabriquer des produits dérivés, ou est-ce que ça vous paraît contraire à une certaine éthique historique Non, pas du tout. C'est pas du tout contraire. Ce qu'il y a, c'est qu'au fond, on ne peut pas tout faire dans la vie. Et j'admire ce qu'on a fait à Argouges. Moi, je n'ai pas entrepris ça encore. J'ai travaillé d'autres secteurs pour faire vivre le château, et qui est une petite entreprise culturelle, vous le rappeliez. Mais je trouve qu'un jour nous le ferons. Enfin, pour le moment, nous ne l'avons pas fait. On n'a pas lancé. Mais j'approuve complètement. Je crois que ça n'a rien du tout de choquant. Au contraire, je trouve que c'est une excellente chose. Giverny l'a fait avec une ligne, un peu à la manière dont vous le faites vous-même. C'est une très bonne chose. La vaisselle de Monet, la vaisselle d'Argouges, bravo. Qu'est-ce qu'on en pense au niveau du ministère? Est-ce qu'on pousse l'exploitation ainsi de produits dérivés Je pense que c'est véritablement, effectivement, une chose à développer très intéressante. J'en parlais avec M. de Breteuil tout à l'heure pour regarder si dans les monuments qui appartiennent à l'État, il y a eu de tels produits dérivés. Nous avons un établissement public, la Caisse nationale des monuments historiques, qui gère une centaine de monuments qui appartiennent à l'État. Et la Caisse a la possibilité de concevoir des articles dérivés. Mais château par château, je ne sais pas. Henri de Breteuil, vous vous êtes occupé pendant plusieurs années du développement culturel. J'ai été à la Caisse pendant oui, 4 ans, absolument. Il y a maintenant une politique de développement du comptoir de vente, mais je crois que ça n'a rien à voir, avec cette affaire-là. On va beaucoup plus loin. Oui. Là, on crée sa marque, on crée sa vaisselle. Il y aura peut-être un jour une marque
monuments nationaux, puisque ce sont les monuments gérés par la Caisse, ils portent ce titre maintenant. Mais enfin, c'est très, très embryonnaire. Donc je crois que notre ami est très en avance sur l'État dans ce domaine. Alors, Patrice Rocher, vous, comment vous faites vivre? Alors moi, le produit dérivé... Parce qu'on voit sur votre carte de visite exploitant agricole. Oui, en effet. D'abord, on a acheté l'ancienne ferme de l'abbaye, puisque ce qu'il en reste surtout, c'est la ferme de l'abbaye, avec des vestiges de l'abbaye. Mais alors comment vivre il arrive un moment où on se pose la question comment sauver ce bâtiment. Et j'avoue qu'on était un petit peu désemparés d'abord lorsque le premier devis d'entreprise se montait à 1 million de francs simplement pour sauver le bâtiment. Comment faire ? Alors d'abord, je me suis posé beaucoup de questions, je me suis replongé un petit peu dans l'histoire parce que je ne connaissais pas bien ce monument, je ne savais pas ce qu'il était, je ne connaissais pas bien cette porterie, je ne connaissais pas bien cette abbaye. Et puis, j'ai commencé à faire quelques recherches, et puis ces quelques recherches m'ont fait écrire plusieurs notes. Ça a donné des pages, et j'ai pas beaucoup de mémoire, mais mon ordinateur, lui, a de la mémoire. J'ai appuyé un jour sur le bouton de l'imprimante, et puis là, une centaine de pages sont sorties, et les copains m'ont dit, mais pourquoi tu n'écris pas un livre? Oui, alors, ça paraît... Le voici. Voilà le produit, c'est le produit dérivé, ou le produit qui en découle, plutôt. Et donc, on rigole un petit peu au départ, on pense que l'entreprise est bien difficile, parce que... on se dit c'est pas possible d'écrire un livre, il faut beaucoup d'argent déjà, il faut trouver le moyen d'éditer un livre avant de trouver l'argent pour sauver le bâtiment. Puis petit à Mais petit, dans votre budget, si vous pouviez, si ce n'est pas indiscret, l'équilibre se situe à quel niveau? alors, j'ai obtenu 40% d'aide par les monuments historiques, enfin par la DRAC d'abord, ensuite 20% par le Conseil général, et j'ai obtenu 15% supplémentaires parce que le site est ouvert au public et parce que j'ai l'emploi d'un architecte. Donc ensuite, j'ai été aidé par différentes associations, les Vieilles Maisons Françaises, qui m'ont remis cette année un prix Neuflis Malèche Schlumberger. J'ai été aidé également par la sauvegarde de l'art français. Donc ça m'a permis de trouver le budget pour faire les premiers travaux de sauvegarde de ce bâtiment. Vous parliez d'associations. Les associations sont actives dans ce domaine-là. Hein. Vous en présidez une, Henri de Breteuil. Je m'occupe de la demeure historique, en effet. Et puis je Voici siège au conseil de la Voici Vieilles la Maisons Françaises. demeure historique. Moi, je crois que les associations, elles sont là pour deux raisons, hein, pour simplifier essentiellement. D'abord, elles sont là vis-à-vis de l'État, des pouvoirs publics, pour essayer de faire en sorte que les lois pour les monuments historiques privés soient les meilleures possibles. Ça, je crois que c'est notre rôle fondamental. Créer un environnement politique, juridique, fiscal le plus favorable à notre mission. Nous sommes dans ce domaine un peu comme un syndicat des monuments historiques. Ça, c'est notre rôle à nous, DH. Et puis la deuxième chose, c'est de faire... combien de membres? 2000? Nous avons 3000 membres. 3000 membres Qui sont des monuments classés ou inscrits uniquement. J'espère que nos amis ici nous rejoindront à la fin de l'émission. Et pour les Vieilles Maisons Françaises, c'est le même ils sont 15 000. Alors c'est plus large. C'est Mhm. l'ensemble du patrimoine monumental. D'où l'utilité d'avoir les deux d'ailleurs. Parce que l'une appuie, les VMF appuient la DH et vice-versa. Avec des actions communes, pardonnez-moi. Avec des actions communes. Je crois que c'est très important. Et alors la deuxième chose que nous faisons à la demeure historique, nous essayons de faire, c'est faire de l'assistance technique. Les gens viennent nous voir pour nous dire comment est-ce que je peux avoir des aides juridiques, comment faire classer, comment obtenir des avantages fiscaux, comment ouvrir à la visite, comment faire un scénario de visite, comment faire des dépliants. Tout ça, c'est notre rôle. Donc vous êtes des consultants d'une Nous certaine sommes un peu façon. des consultants. Et dans ce domaine, j'espère que nous sommes utiles. À mon avis, une association de nos jours n'est valable que si elle est utile, parce que les gens ne vont pas envoyer des cotisations si ça ne sert à rien. Au niveau du ministère, comment se fait le travail avec ces deux... L'action de la demeure historique et des Vieilles Maisons Françaises est absolument indispensable. Pour nous, c'est des partenaires nécessaires et je dirais presque quotidiens, et qui ont également effectivement enfin d'abord des partenaires dans l'élaboration des textes, comme vous l'avez dit, parce qu'aucun texte, comme vous l'avez dit, il y a quand même presque la moitié de propriétaires privés de monuments historiques, donc c'est véritablement un rôle de conseil et, au moment de l'élaboration des textes, au moment de
l'application des textes eux-mêmes. Parce qu'il peut très bien y avoir des problèmes d'application. On a absolument, ce sont des actions, et puis d'actions en commun aussi, d'actions en commun sur les monuments. Il peut y avoir aussi bien des actions les mises en valeur sont des actions privées, mais il peut très bien y avoir même on peut parler de projets de convention entre. Donc c'est le même combat. C'est complètement. Juste un exemple un de exemple. lobbying et de bons résultats du lobbying. C'est la grande affaire de la loi sur les successions. Vous citiez tout à l'heure André Malraux, on peut aussi citer Maurice Schumann. Maurice Schumann, un jour, arrive à la tribune du Sénat, il monte le catalogue de vente de Sotheby's pour le château de la Roche-Guyon. Et il dit aux sénateurs, si nous ne faisons rien, eh bien, tous les meubles des châteaux vont être vendus pour payer les droits de succession. Il faut donc trouver un système pour que les propriétaires de monuments ouverts au public ne payent plus de droits de succession. Et c'est comme ça qu'est née cette exonération essentielle, à mon avis, des droits de succession pour les monuments ouverts votés en 88. Exonération totale? Oui, à condition de signer les conventions dont Madame venait de parler, c'est-à-dire des conventions d'ouverture, des engagements d'ouverture pendant la durée de vie. Donc la contrainte est lourde, mais l'avantage est important. Ce qui veut dire que lorsque l'on reconnaît la fonction sociale du monument, à ce moment-là, il n'y a plus d'exonération. Il y a exonération. On ne paie plus de droits de succession. Tout simplement, si on s'engage à ouvrir 100 jours par an pendant sa durée de vie, nos enfants... Pas nous-mêmes, il faut qu'il y ait une transmission. Donc, ce sera plutôt nos enfants, nos neveux ou nos amis. Parce que ce n'est pas seulement en famille. Hein. Si nous nous engageons à ouvrir pendant 100 jours par an, pendant la durée de vie de celui qui reçoit le monument, eh bien, on ne paiera pas de droits de succession à condition. Mais si jamais, pendant ces 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie, on rompt le contrat, là, on les paiera avec des arriérés de retard extrêmement sévères. Mais la formule dont parle Paul de la Panouse, une fondation privée d'utilité publique, c'est autre chose? C'est autre chose. C'est autre chose. Et quel C'est beaucoup intérêt? plus redoutable. Oui, C'est plus redoutable parce que vous perdez la propriété. D'abord, vous n'êtes plus chez vous. C'est une fondation, une espèce de truc informe. On ne sait pas très bien qui la Et contrôle. Vous la dirigez ou non? Vous n'êtes pas sûr. D'abord, vous n'êtes pas sûr. Vous pouvez débarquer, surtout que vous êtes mauvais gestionnaire, ce qui est logique. Vous n'êtes plus chez vous. C'est le National Trust anglais. Ouais. Nous, demeure historique, nous sommes favorables à la propriété privée des édifices. Je trouve que c'est notre vocation. C'est pour ça qu'on a été créé en 1924. Et Et c'est ça qu'il faut encourager. Le ministère est favorable Au système actuel, absolument. système actuel, oui. Oui, mais on l'a mis en place et l'exonération des droits de mutation, ce dont parle Monsieur le Président, là, pour nous, c'est un outil absolument nécessaire, Alors, qui messieurs, fonctionne bien. Comment, pour votre succession, comment envisagez-vous les choses? Pour l'instant, je n'ai pas trop pensé, j'avoue. Je voulais simplement dire un mot sur... Vous savez encore bien sur- que dans des demeures comme ça, nous sommes au niveau de l'histoire, donc... Je voulais dire simplement encore un mot sur les associations. Rocher, C'est qu'il oui. y a les grandes associations dont nous avons parlé, mais il y a aussi les petites associations qui tournent autour du monument. Moi, j'ai ma propre association, l'association des Amis de l'Abbaye, qui fait aussi, qui est un groupe d'amis qui intervient, qui aide, qui conseille et qui est tout à fait utile dans la démarche que nous entreprenons. Alors maintenant, Pour ce qui est de votre succession, oui. pour la succession, j'y ai pas pensé encore, j'avoue Encore que... Je sais pas, je ne me pose pas encore trop la question, mais un jour, évidemment, il faudra y songer. Monsieur Levasseur? Oui, de la même manière, je dirais que c'est une perspective. Je dirais que je serais bon gestionnaire peut-être de ma propre vie. Je devrais d'ores et déjà aborder cette question. C'est vrai que ça n'est pas dans mes préoccupations immédiates, bien que l'ouverture au public en ce qui nous concerne soit totale, au moins pour l'extérieur. Et pour l'intérieur, eh bien, nous faisons visiter exclusivement au groupe. Je voudrais quand même rajouter à ce que vient de dire M. de Breteuil quelque chose d'important dans les actions conjointes, notamment demeure historique et vieille maison française, parce que ça me paraît tout à fait exemplaire de ce qui peut être fait de manière, je dirais, sociale et presque sociologique. Vous avez aujourd'hui une grande carence dans la formation. Il y a de moins en moins dans les métiers d'art de gens qui connaissent, qui ont la maîtrise de ces métiers. Et je crois que depuis 2 années, en tout cas, cette initiative commune demeure historique et vieille maison française est tout à fait utile. Vous faites allusion à l'opération montée avec les Compagnons du Les Devoir? compagnons du devoir, absolument. Vous pourriez expliquer ce dont il s'agit? Je vais laisser l'un des promoteurs. Non, loin de moi la pensée. L'esprit, vous le détenez totalement. Enfin, en 2 mots, au moment des Journées du patrimoine, les 2 associations, Vieille Maison Française, Demeure Historique, ont dit à leurs membres, si vous ouvrez, nous souhaiterions, ce n'est pas une obligation, que vous donniez une partie de la recette, 3%, 5%, 10%, à voir, liberté totale, pour que cette partie-là soit donnée aux compagnons du devoir et permette d'organiser des stages d'artisans dans différents domaines, la couverture, la serrurerie, la menuiserie d'art, etc. Donc c'est à cela que
vous Et faisiez l'année dernière, allusion. je crois que vous avez pu récupérer ainsi 100 000 francs ou Voilà. quelque chose comme ça. Et cette année à peu près autant. Oui. Donc, Il n'est pas considérable, mais former des couvreurs, et, Voilà, absolument. ce qui est une très bonne chose. Et si vous voulez bien, je voudrais faire Oui. un pont justement dans cette Oui. démarche généraliste et puis une démarche plus individuelle, presque individualiste, c'est la relation que l'on a avec ses visiteurs. Parce que imaginez, le patrimoine étant à quasiment 50% privé, nous l'avons vu, un grand souci peut se poser, qui reprendra ces monuments dans 25, 50 ans? On a parlé des gens qui héritent, on doit parler des gens qui acquièrent ces monuments, et je crois que si on ne suscite pas la vocation, puisqu'on parlait de passion et de vocation tout à l'heure, eh bien on va se trouver confronté à un grave déficit. La France a la chance d'avoir un énorme patrimoine, mais a-t-on pour autant de candidats à la restauration de ce patrimoine? Je Madame, n'en suis est-ce un vrai problème, ça? Oui, c'est un problème considérable. En fait, effectivement, un des problèmes qui se pose maintenant, c'est la réutilisation, la reprise et la réutilisation des monuments historiques. C'est-à-dire que... Qui ne trouve pas d'acquéreur. Et non, qui ne trouvent pas d'acquéreur, parce que c'est exactement... Là, ce sont des expériences exemplaires, mais si vous... Enfin, le coût de restauration, et avec ce point toujours auquel je reviens, c'est-à-dire que les monuments historiques et les monuments sont France entière. Donc C'est ça. aussi dans des parties complètement désertifiées. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des monuments qui n'ont pas de propriétaire? Beaucoup. Ah oui, Ah, Beaucoup. abandonné, oui. abandonnés, ils ont des Abandonnés. propriétaires, Oui, mais... abandonnés. Et il y a encore des oui. rachats pour le France à venir. Sur les 400 000 dont vous parliez, Là, Les 400 000, c'est le petit patrimoine, c'est petit plus dur à patrimoine cerner. non protégé. Hein. Oui. c'est difficile à Moi, faire, je voudrais dire un mot des visiteurs, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des visiteurs et vous m'y voulais invitez. Alors moi je crois que c'est vrai qu'autrefois on disait les visiteurs sont des gens absolument catastrophiques, ils abîment tout, ils sont curieux, ils enfoncent les portes, etc. Ceci est complètement faux. Nous avons des visiteurs compétents, très au courant, qui nous apprennent des choses quand ils viennent et qui sont curieux de tout, mais c'est normal. Moi je les compare souvent à Asmodée, qui était cet homme, vous savez, qui soulevait les toits des maisons pour voir ce qui se passait à l'intérieur. Et c'est très logique. C'est là, aux Journées du patrimoine, il faut essayer de montrer davantage pour répondre à leur curiosité. Mais les visiteurs, ils font partie complètement de notre vie. Et grâce à eux, nous sommes là. Nous continuons à faire ce que nous faisons. Et aucun ici, d'ailleurs, n'aurait dit ces critiques-là. Mais c'est vrai que c'est la critique générale. Quand vous arrivez dans un monument... Autrement dit, l'ouverture aux visiteurs, ça n'est pas un C'est malgré. pas subi. C'est pas C'est subi. pas voilà. subi. Aujourd'hui, les uns et les autres, vous pensez que... C'est un véritable plaisir de recevoir des visiteurs Voilà. parce Ouais, que ouais. moi je sais que j'en apprends aux visiteurs bien sûr, je leur transmets ma passion et puis l'envie de s'intéresser au patrimoine qui nous entoure, mais eux-mêmes m'apprennent des choses. Aux dernières journées du patrimoine par exemple, je me posais des questions sur des vieilles roues de meule, et bien un visiteur m'a tout raconté sur... alors l'échange se fait des deux côtés, c'est pas seulement d'un seul côté, et en général lorsque les visiteurs rencontrent des gens qui ont une histoire à raconter, qui ont quelque chose, mais tout le monde se tait. Là, je vais avoir une expérience qui... C'est-à-dire que vous donnez la parole à un visiteur qui s'exprime devant les autres? Oui. Ah bah oui. Ça vous arrive, ça? Ah Oui, oui, tout bien à fait. sûr, très Tout à souvent. fait. Et c'est un débat, en fait, comme autour de ce plateau de télévision, c'est un débat qui s'instaure entre Ça donne vraiment envie le d'aller propriétaire chez et le vous. visiteur. Les uns et les autres. Je Oui, crois que Julien ça Sand. montre bien que, et je pense que les propriétaires ici présents en seront d'accord, qu'il est important que ces propriétés restent privées, je crois, dans leur majorité. D'abord parce que l'État n'a peut-être pas vocation à en assurer seul la charge. Mais bien qu'il s'agisse de propriétés privées, je crois qu'il faudrait que chacun des propriétaires privés détenteurs de monuments historiques ait bien la conscience que ce qu'il a entre les mains appartient aussi, autant qu'à lui, au patrimoine commun, et que ça appartient à tous. Je crois que les gens qui visitent ces lieux en sont la preuve. Chaque année, les visiteurs sont plus nombreux. Et cet intérêt, cet échange enrichit les uns, les visiteurs, mais enrichit, je crois, aussi les propriétaires. C'est et bien un permet patrimoine de collectif, garder- d'une certaine façon. Oui. Il y a un Vous êtes mot que d'accord je- avec- Ah, complètement. il y a un D'ailleurs, mot Madame Trottmann dit le patrimoine pour tous. Moi, j'ai appelé mon livre Un château pour Oui. tous. Enfin, tout le monde se retrouve. Hein, je veux dire, Et tous ça dans explique ces peut-être idées-là. aussi que les expropriations au nom de l'État soient tellement rares. C'est-à-dire Oui. que la solution n'est sans doute pas là. La solution, c'est peut-être de trouver, de convaincre les propriétaires d'entretenir le joyau qu'ils ont entre les Là, mains. vous exprimez des bonnes intentions, mais tous ces éléments de patrimoine qui sont récupérés par des étrangers, vendus pièce par pièce, lambris par lambris,
Alors ça, c'est tout un... Ça, c'est un... Alors ça, c'est d'où le problème, pardon, oui. Des châteaux japonais, oui. Oui, enfin, Les châteaux Je français. voulais juste rajouter oui, madame, oui. Les Japonais. pour en venir, je pense qu'effectivement, on va parler des châteaux japonais, mais avant, sur les procédures contraignantes dont vous parlez, je crois qu'il faut quand même se faire, effectivement, la procédure, c'est la procédure de la mise en demeure et des travaux d'office. Cette procédure a été utilisée pour la première fois, effectivement, pour le désert de Retz, puisqu'elle avait été créée pour ça. Et depuis, il y a simplement, donc depuis les années 70, en gros, il y a eu une vingtaine de mises en demeure suivies de travaux d'office. Donc pour se rendre compte de ce que représentent les procédures contraignantes dans la réalité. Hein. Ils sont très peu nombreux. Alors, simplement pour revenir une seconde sur ce sujet, parce que ça va expliquer ce qui se passe un peu sur les châteaux japonais, c'est un peu la clé juridique. Dans un premier temps, vous y avez fait allusion, dans un premier temps, l'État met en demeure le propriétaire privé de faire les travaux dans un immeuble, dans un immeuble protégé, donc, qui est dans un état qui nécessite des travaux d'urgence, et lui propose de prendre en charge 50% du coût des travaux. Si le propriétaire privé refuse, l'État, à ce moment-là, se substitue au propriétaire privé. Et c'est ce qu'on appelle les travaux d'office. Et à ce moment-là, intervient, fait les travaux et redemande au propriétaire privé 50% du coût des travaux. Du coup, des travaux. Mais Qui ne sont pas les travaux d'ailleurs de restauration Ah non. complète, très souvent, mais C'est des simplement travaux au de moins mise hors d'eau, de des mise travaux hors d'eau. indispensables. Malheureusement, il ne nous reste que 2 minutes. Je voudrais simplement vous poser cette question concernant les châteaux japonais. Est-ce qu'il y a un moyen pour l'État d'empêcher ce dépeçage qui a choqué la France entière? Voilà. je crois qu'il y a deux choses sur les châteaux japonais. Hein. Il y a d'une part le dépeçage et d'autre part l'état de délabrement complet de ces châteaux. Sur le dépeçage, oui, il y a à l'heure actuelle un projet de loi qui devrait être examiné par les assemblées au cours de l'année 98 et qui a justement pour objet de protéger des ensembles, c'est-à-dire à la fois des biens immeubles et des biens meubles. Et c'est un des points importants. D'autre part, sur ces châteaux, sur un château précisément, tout le problème est celui du propriétaire. Et donc il y avait plusieurs châteaux japonais et ces châteaux avaient plusieurs propriétaires. Il faut que nous déterminions, et pour un château, il y a un propriétaire, c'est le château de Sully à Rosny. Et là, il y a un propriétaire qui a été désigné par le juge. Et donc à ce moment-là, nous sommes en plein dans la procédure de mise en demeure. C'est ce que nous avons fait vis-à-vis du propriétaire japonais. Le propriétaire japonais n'exécute pas les travaux, et donc c'est l'État qui exécute ces fameux travaux d'office. Autrement dit, on va rentrer dans des systèmes qui permettront d'éviter ce genre d'abus. Oui. Alors, nous devons malheureusement nous quitter. Donc, j'ai présenté un certain nombre de livres. Celui de Patrice Rocher, je l'ai déjà présenté. Celui d'Henri de Breteuil, je l'ai déjà présenté. La revue Demeure historique, c'est déjà fait. Et alors, la revue Les vieilles maisons françaises, la voici. Et je voudrais ajouter à cela un petit fascicule très utile, celui des monuments historiques, procédure de protection des travaux. Voilà, si vous voulez vous engager dans cette vaste opération, et très belle opération, donc de vous intéresser aux châteaux, manoirs, abbayes, vieilles pierres, voilà, une procédure, un petit texte que vous trouverez un peu partout, toutes les délégations du ministère de la Culture, et puis un ouvrage monumental. C'est la formule qu'on emploie généralement, très utile dans la mesure où c'est le premier du genre, Encyclopédie du patrimoine, donc un ouvrage tout récent de René Dinquet. Donc, madame, messieurs, merci. Je retiendrai de cette émission l'idée qu'au fond, vous vous considérez presque tous comme des capitaines de vaisseaux qui doivent traverser l'histoire, mais qui sont au service de tous. Je crois que c'est la formule. Très rapidement, Oui, un mot une qui seconde. revient régulièrement, c'est la phrase des visiteurs, vous nous donnez le goût d'entreprendre. Et je crois que c'est merveilleux de pouvoir communiquer à travers sa propre entreprise aux autres sa flamme, et pourquoi pas, comme Eh bien, je l'ai dit, susciter merci. des vocations. Alors, une phrase de Oui. Lao Tse, le monument appartient à celui qui le regarde. Voilà, merveilleux. Voilà le mot de conclusion. Merci à tous.